Je m'appelle Sylvie Moreau. J'ai 66 ans et je pensais avoir trouvé le bonheur pour la deuxième fois de ma vie. Mon premier mari, Philippe, est mort il y a 8 ans d'un cancer. Nous avions une fille, Héloïse, qui a maintenant 40 ans. Après 3 années de solitude, j'ai rencontré Marc lors d'une soirée organisée par des amis communs. Il avait 57 ans à l'époque, était veuf lui aussi. Et nous avons découvert que nous partagions le même amour pour la randonnée, la musique classique et les longs dîners accompagnés de conversations profondes. Nous nous sommes mariés il y a 5 ans. Un petit mariage civil, intime, juste quelques proches. Héloïse était là, souriante sur les photos, mais j'avais senti une certaine froideur dans ses félicitations. « Si tu es heureuse, maman », avait-elle dit d'un ton qui suggérait qu'elle doutait de mon bonheur. Les premières années avec Marc ont été merveilleuses. Il était attentionné, patient, drôle. Nous voyagions ensemble, nous occupions de notre petit appartement à Montmartre, nous construisions une vie tranquille et douce. Héloïse nous rendait visite 1 fois par mois, peut-être 2. Les repas étaient lents, polis, mais tendus. Elle répondait brièvement aux questions de Marc, ne riait jamais à ses blagues, partait toujours rapidement après le café. « Elle a besoin de temps », me disait Marc en me serrant contre lui après ses visites. « C'est normal. Je ne remplacerai jamais son père. » J'appréciais sa compréhension, sa patience. Puis, il y a environ 6 mois, quelque chose a changé. C'était subtil au début. Héloïse a commencé à passer plus souvent. Juste pour dire bonjour maman, tu me manques. Elle apportait des croissants, des fleurs, restait prendre le thé. Marc se joignait à nous et je remarquais qu'elle lui souriait davantage, qu'elle répondait à ses questions avec plus de détails, qu'ils avaient trouvé des sujets de conversation communs, la politique, les séries télévisées, même le football. « Je suis contente que vous vous entendiez mieux », lui ai-je dit un jour. « Marc est sympa finalement », avait-elle répondu en haussant les épaules. « Je lui ai donné une chance. » J'étais heureuse, soulagée. Ma fille et mon mari s'entendaient. Quelle mère ne le serait pas? Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Héloïse passait de plus en plus souvent, 2 fois par semaine, puis 3, mais toujours quand je n'étais pas là. « Je suis passée cet après-midi, mais tu étais sortie », me disait-elle au téléphone. Marc m'a fait un café, on a discuté un peu. Au début, je trouvais ça touchant, puis, petit à petit, un malaise s'est installé. Pourquoi venait-elle toujours pendant mes cours de yoga du mardi, pendant mes rendez-vous médicaux du jeudi, pendant mes courses du samedi matin? C'est juste une coïncidence, me disait Marc quand je mentionnais ses visites. Elle passait dans le quartier. Mais Héloïse habite à Neuilly. Notre appartement est à Montmartre. Ce n'est pas sur son chemin. Un jour, je suis rentrée plus tôt de chez le coiffeur. Il était 15 heures au lieu de 17 heures. En ouvrant la porte, j'ai entendu des voix dans le salon, des rires. Marc et Héloïse. « Maman !» Héloïse s'est levée rapidement du canapé en me voyant. « Tu es déjà rentrée ?» Le coiffeur avait une annulation, j'ai pu avancer, ai-je expliqué en posant mon sac. Le silence qui a suivi était épais, gênant. Marc et Héloïse échangeaient un regard que je n'ai pas su déchiffrer. « On buvait juste un café », a dit Marc en se levant à son tour. Héloïse m'expliquait un problème informatique qu'elle a au bureau. « Ah bon ?» Je les ai regardés tous les deux. « Depuis quand tu t'y connais en informatique, Marc ?»« Oh, juste les bases !» a-t-il répondu avec un rire nerveux. Héloïse est partie 10 minutes plus tard, prétextant un rendez-vous. Elle m'a embrassé rapidement sur la joue. « À bientôt, maman. » Après son départ, j'ai demandé à Marc « Vous parliez vraiment d'informatique ?» « Oui, pourquoi ?»« Pour rien. » Mais ce n'était pas rien. Quelque chose dans leur comportement me dérangeait. J'en ai parlé à mon amie Nicole lors de notre déjeuner mensuel. Ils sont peut-être simplement devenus proches, a-t-elle suggéré en coupant sa salade.
C'est bien, non? Tu voulais qu'ils s'entendent. Oui, mais c'est devenu tellement intense. Héloïse vient tout le temps. Ils ont des blagues privées. Ils se chuchotent des choses. Et quand j'arrive, ils se taisent. Nicole a posé sa fourchette et m'a regardé sérieusement. Tu penses qu'il y a quelque chose entre eux? Le mot est resté suspendu dans l'air. Quelque chose, une liaison, entre mon mari et ma fille? Non, ai-je dit rapidement, trop rapidement. Non, c'est ridicule. Héloïse est ma fille. Elle ne ferait jamais ça. Et Marc? Marc même, il me l'a dit hier soir encore. Mais le doute s'était insinué, comme un poison lent. Les semaines suivantes, j'ai commencé à observer, à faire attention aux détails. Marc passait de plus en plus de temps sur son téléphone. Quand je m'approchais, il éteignait rapidement l'écran. Juste des emails du travail, disait-il. Mais Marc est retraité depuis 3 ans. La nuit, parfois, je me réveillais et il n'était pas à côté de moi. Je le trouvais dans son bureau, la porte fermée, parlant à voix basse au téléphone. Un ami qui a des problèmes, expliquait-il en me voyant. Désolé de t'avoir réveillé. Un ami, à 2 heures du matin. Héloïse continuait ses visites, toujours quand j'étais absente. Je le savais parce que Marc me le disait maintenant spontanément. Héloïse est passée pendant que tu étais chez le médecin. Elle t'embrasse, comme s'il voulait être transparent, comme s'il n'avait rien à cacher. Mais alors, pourquoi cette tension dans sa voix? Pourquoi ce regard fuyant? Hier, mardi, je suis allée à mon cours de yoga comme d'habitude. Mais à la moitié du cours, j'ai eu une migraine terrible. J'ai quitté plus tôt et je suis rentrée à la maison. 15h30, j'ai ouvert la porte de l'appartement doucement, cherchant l'aspirine dans mon sac. Et je les ai entendus. Le rire de Marc, grave, chaleureux, puis celui d'Héloïse, cristallin, joyeux. « Tu es terrible !» disait ma fille avec une affection que je ne lui connaissais pas. « C'est toi qui me rends terrible !» répondait Marc. J'ai figé dans l'entrée. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Puis le silence est tombé, brutalement. « Sylvie !» la voix de Marc depuis le salon. « C'est toi ?» J'ai avancé lentement. Ils étaient assis à la table du salon, des tasses de café devant eux, un ordinateur portable ouvert entre eux. « Maman !» Héloïse s'est levée trop rapidement. La chaise a presque basculé. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« J'habite ici, » ai-je répondu, surprise par la froideur de ma propre voix. J'avais une migraine. Marc a fermé l'ordinateur portable d'un geste rapide. « Tu vas bien? Tu veux que j'aille te chercher de l'aspirine ?»« Non, je vais bien. » Mais je n'allais pas bien, pas du tout. Parce que dans le regard qu'ils avaient échangé, dans ce silence soudain, dans leur nervosité palpable, j'avais vu quelque chose. Un secret. Et ce secret, j'allais le découvrir, quoi qu'il m'en coûte. Les jours suivants, je n'arrivais plus à dormir correctement. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ce regard échangé entre Marc et Héloïse. Ce silence coupable, cette nervosité. Je me répétais que j'exagérais, que j'étais paranoïaque, qu'à 66 ans, peut-être que la jalousie me jouait des tours. Mais je n'arrivais pas à me convaincre. Le vendredi matin, Marc est sorti faire des courses. « Je reviens dans 1 heure », a-t-il dit en m'embrassant sur le front. Un geste machinal, affectueux, qui autrefois me réchauffait le cœur. Maintenant, il me donnait la nausée. Après son départ, je suis restée assise à la table de la cuisine, fixant ma tasse de café devenue froid. Qu'est-ce que je cherchais exactement? Des preuves de quoi? Une liaison? C'était absurde. Héloïse était ma fille. Puis mon regard est tombé sur le bureau de Marc dans le salon. Normalement, je ne fouillais jamais dans ses affaires. Le respect de la vie privée, même dans un couple, me semblait sacré. Mais ce matin-là, quelque chose m'a poussée à me lever. J'ai ouvert le premier tiroir
des stylos, des post-it, des reçus de restaurant. Le deuxième tiroir contenait des documents administratifs, assurance habitation, contrat de mutuelle, et puis, dans une enveloppe marquée orange facture téléphone, j'ai trouvé les relevés. Normalement, Marc s'occupait de tout ça. Il payait les factures en ligne, rangeait les papiers. Je ne les regardais jamais. Pourquoi l'aurais-je fait? Je lui faisais confiance. J'ai sorti le dernier relevé, celui du mois dernier. Et là, j'ai vu. Page après page de numéros. Mais un numéro revenait encore et encore et encore, comme une litanie obsessionnelle. 647-23-895. Je connaissais ce numéro. C'était celui d'Héloïse. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai commencé à compter. 1er mars, 3 appels, durée 18 minutes, 22 minutes, 15 minutes. 2 mars, 2 appels, durée 25 minutes, 31 minutes. 3 mars, un appel, durée 45 minutes. Et ça continuait, chaque jour, parfois plusieurs fois par jour. J'ai sorti les relevés des mois précédents. Février, janvier, décembre, novembre, octobre. Partout, le même numéro. Des dizaines de fois, des centaines de fois. J'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à compter méthodiquement. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. Au bout d'1 heure, j'avais le total. 57 appels en 6 mois. 197. Je fixais le chiffre, incapable de respirer. C'était impossible. Comment était-ce possible? Marc parlait à ma fille 197 fois en 6 mois, plus d'un appel par jour en moyenne. Certains jours, il l'appelait 3, 4, 5 fois. Et les horaires? Mon Dieu, les horaires. 2h17 du matin, 1h45 du matin, 23h58. Je me souvenais de ces nuits. Marc qui se levait discrètement. Je ne dors pas. Je vais lire un peu. Et il allait dans son bureau, fermait la porte. Je l'entendais parfois murmurer. Un ami qui a des problèmes, disait-il quand je lui demandais le lendemain. Un ami, c'était ma fille. J'ai sorti mon propre téléphone d'une main tremblante. J'ai vérifié mon historique d'appels avec Héloïse. 2 appels en mars, 3 en février, 2 en janvier. Elle me parlait 2 ou 3 fois par mois, des conversations de 5 minutes. « Salut maman, comment ça va? Oui, oui, tout va bien. Je suis occupée. On se voit bientôt. Bisous. » Mais à Marc, elle parlait tous les jours, pendant des heures. Pourquoi? J'ai entendu la clé dans la serrure. Marc qui rentrait. Rapidement, j'ai remis tous les papiers dans le tiroir, exactement comme je les avais trouvés. « Sylvie, tu es là ?» Sa voix venait de l'entrée. « Oui, dans le salon. » Il est entré avec 2 sacs de courses, souriant. « J'ai acheté du saumon pour ce soir, ton préféré. » Je l'ai regardé. Cet homme que j'avais épousé il y a 5 ans. Cet homme qui me disait qu'il m'aimait. Cet homme qui parlait à ma fille 187 fois en 6 mois, sans jamais me le mentionner. « Ça va ?» a-t-il demandé en voyant mon visage. « Tu es pâle ?»« Je vais bien, juste un peu fatiguée. »« Tu devrais te reposer. » Il est parti ranger les courses dans la cuisine. Je suis restée assise, paralysée. Le téléphone de Marc était sur la table basse. Il l'avait oublié en allant à la cuisine. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'avais jamais fait ça. Jamais fouillé dans son téléphone. Mais ce matin-là, quelque chose en moi s'était brisé. J'ai pris le téléphone, tapé le code, je le connaissais, notre date de mariage. Il ne l'avait jamais changé. L'écran s'est allumé. J'ai ouvert l'application Message. Et là, tout en haut de la liste, le nom Héloïse. 117 messages non lus de ma part sur ce téléphone. J'ai cliqué. La conversation défilait à l'infini. Des centaines de messages échangés. Des milliers peut-être. Tu penses qu'elle se doute de quelque chose? Non, elle ne se doute de rien. Parfait, continue comme ça.
J'ai hâte de te voir demain. Moi aussi, elle sera à son cours de yoga? Oui, de 14h à 16h. Parfait, j'arrive à 14h30. Mon estomac s'est retourné. Je continuais à faire défiler, remontant dans le temps. Tu es sûre qu'elle ne vérifie pas les factures de téléphone? Non, elle ne regarde jamais. Je m'occupe de tout. Tant mieux, on ne peut pas prendre de risques. Prendre de risques? Risque de quoi? J'ai remonté encore. Un message datant de 3 semaines. Héloïse. Elle est partie, je peux venir. Marc. Oui, la voie est libre, viens. La voie est libre, comme si j'étais un obstacle, une sentinelle à éviter. Sylvie! La voix de Marc depuis la cuisine. Tu veux un café? J'ai lâché le téléphone comme s'il me brûlait les mains. Non, merci. Mon cœur battait si vite que je pensais faire un arrêt cardiaque. Marc est revenu dans le salon, a pris son téléphone distraitement. Je vais prendre une douche. D'accord. Dès qu'il a disparu dans la salle de bain, j'ai couru vers ma chambre. J'ai fermé la porte, sorti mon propre téléphone. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour composer le numéro de Nicole. Allô? Nicole, ma voix était un murmure brisé. Il faut que je te voie, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas parler ici. Rendez-vous au café d'en bas, dans 20 minutes. Sylvie, tu me fais peur. J'ai peur aussi. J'ai raccroché, pris mon sac, ouvert la porte de la chambre. Marc sortait de la douche, une serviette autour de la taille. Tu sors? Oui, je retrouve Nicole. Ah bon, tu ne m'avais pas dit. C'est de dernière minute. Il m'a regardé bizarrement. Ça va vraiment? Tu as l'air bizarre. Je vais bien? Mensonge. Je n'allais pas bien du tout. Parce que dans ces messages, dans ces 197 appels, dans ces rendez-vous secrets, il y avait quelque chose de bien plus grave qu'une simple amitié. Il y avait une conspiration, et j'étais au centre sans même le savoir. Nicole m'attendait déjà au café quand je suis arrivée. Elle s'est levée en me voyant, le visage inquiet. « Mon Dieu, Sylvie, tu es livide! Assieds-toi !» Je me suis effondrée sur la chaise. Mes jambes ne me portaient plus. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a pris ma main. « Tu trembles ?» J'ai sorti les relevés téléphoniques de mon sac, les ai étalés sur la table. 197 appels, ai-je dit d'une voix blanche. En 6 mois, Marc a appelé Héloïse 197 fois. Nicole a regardé les papiers, les yeux écarquillés. C'est énorme. Regarde les horaires, 2h du matin, 1h du matin, pendant que je dors. Elle a parcouru les pages, son visage devenant de plus en plus grave. Et les messages, ai-je continué, des centaines de messages. Elle sera à son cours de yoga? La voie est libre, viens. Ils se voient en cachette, tout le temps, quand je ne suis pas là. Nicole a reposé les papiers. Tu penses qu'ils ont une liaison? Le mot est resté suspendu entre nous. Une liaison, mon mari et ma fille. Je ne sais pas, ai-je murmuré, mais ils cachent quelque chose de grave. Il faut que tu saches exactement ce qui se passe. Comment? Je ne peux pas leur demander directement. S'ils mentent, je n'aurai jamais la vérité. Nicole a réfléchi un moment, puis « Il faut les enregistrer. » Les enregistrer? Oui. Installe un dictaphone chez toi, ou une application sur le téléphone de Marc, puis sors. Laisse-les seuls, tu auras la vérité. L'idée me répugnait. Espionner, encore. Mais qu'est-ce que j'avais d'autre comme choix? Je ne sais pas comment faire ça. Nicole a sorti son téléphone. Mon neveu travaille dans la sécurité, il m'a montré des applications. Attends. Elle a tapé quelque chose, puis m'a montré l'écran. Voilà, tu installes ça sur ton téléphone, tu le laisses chez toi, en mode enregistrement, tout est sauvegardé automatiquement dans le cloud. 1 heure plus tard,
L'application était installée. Nicole m'a aidé à tester. Ça fonctionne. Tu n'as qu'à cacher ton téléphone quelque part dans le salon, appuyer sur le bouton rouge et partir. Je suis rentrée chez moi à 13h. Marc lisait le journal dans le salon. Tu as passé du bon temps avec Nicole? Oui, elle va bien. Mensonge. Nicole était aussi terrifiée que moi. J'ai attendu le lendemain, mardi, jour de mon cours de yoga. Le matin, j'ai dit à Marc, « Je vais à mon cours comme d'habitude, de 14h à 16h. » « D'accord. Tu veux que je prépare quelque chose pour le dîner? » « Non, je m'en occuperai en rentrant. » À 13h45, j'ai caché mon téléphone derrière les coussins du canapé. J'ai lancé l'enregistrement. Le petit point rouge clignotait. Puis je suis partie. Mais je ne suis pas allée au yoga. Je suis allée chez Nicole, à 10 minutes de chez moi. « Tu penses qu'elle va venir ?» a demandé Nicole. « J'en suis sûre. » Nous avons attendu. 1 heure, 2 heures. À 16h15, je suis rentrée chez moi. Marc était dans le salon, seul, regardant la télévision. « Bon cours ?»« Oui, très bien. » Je suis allée dans la chambre. J'ai fermé la porte. Sorti le téléphone de derrière les coussins pendant que Marc était aux toilettes. J'ai ouvert l'application. 2 heures d'enregistrement. Mes mains tremblaient en branchant mes écouteurs. J'ai appuyé sur play. Les premières minutes, juste le bruit de la télévision. Marc qui tousse, des bruits de vaisselle. Puis, à 14h32, la porte d'entrée qui s'ouvre. « C'est moi !» la voix d'Héloïse. « Elle est partie ?» demande Marc. « Oui, je l'ai vue entrer dans le studio de yoga. On a 2 heures. » Des bruits de pas, il s'installe dans le salon, juste à côté de mon téléphone caché. « Alors ?» demande Héloïse. « Où en es-tu avec la paperasse ?»« C'est fait. La police d'assurance est signée. 2 millions d'euros. » Mon cœur s'est arrêté. « Tu es sûre qu'elle n'a rien vu ?» continue Héloïse. « Certaine. Elle ne regarde jamais ses documents. Elle me fait confiance. » Un rire, le rire de ma fille. Pauvre maman, toujours si naïve. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. « Et le testament ?» demande Marc. « Tu as vérifié ?» Oui, d'après la version actuelle, tout me revient. L'appartement, les économies, tout. Mais légalement, comme tu es son mari, tu hérites de la moitié des biens communs. Donc on partage. 40 pour moi, 60 pour toi. Avec la vente de l'appartement, ça fait environ 1,2 million pour moi, 1,8 pour toi, plus les 2 millions de l'assurance vie pour toi. Il calculait combien il gagnerait à ma mort. Le problème, dit Marc, et sa voix est devenue plus basse, c'est le timing. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut que ça ait l'air naturel, un accident ou une mort naturelle. Si c'est trop soudain, trop suspect, il y aura une enquête. Et alors, elle a 66 ans, des problèmes cardiaques, personne ne posera de questions. J'ai porté ma main à ma bouche pour étouffer un sanglot. Il y a une solution, dit Marc lentement. C'est médicament pour le cœur. Si on augmente progressivement la dose, tu veux l'empoisonner? Ce n'est pas de l'empoisonnement, c'est juste accélérer un processus naturel. Avec ses antécédents cardiaques, si elle fait un arrêt, personne ne sera surpris. C'est risqué. Moins risqué qu'un accident violent. Une chute dans les escaliers, tout le monde poserait des questions. Mais une crise cardiaque, à son âge, avec son traitement, c'est parfaitement crédible. Le silence, puis la voix d'Héloïse. Combien de temps? 2 mois, peut-être 3, progressivement. Elle sera de plus en plus fatiguée. Elle pensera que c'est l'âge. Et puis un jour, son cœur lâchera. Et tu es sûr que ça ne se verra pas à l'autopsie? Il n'y aura pas d'autopsie. Elle a un médecin traitant qui connaît ses problèmes de santé. Il signera le certificat de décès sans poser de questions. J'ai arrêté l'enregistrement. Je ne pouvais plus écouter. Mon mari, ma fille. Il planifiait de me tuer.
Pas dans un moment de colère, pas par accident, mais froidement, méthodiquement, en calculant les gains financiers. 2 millions d'euros d'assurance vie, l'appartement, les économies. J'étais une ligne budgétaire, un investissement à liquider. J'ai couru vers la salle de bain. J'ai vomi jusqu'à ce que mon estomac soit vide. Quand je suis sortie, tremblante, Marc était dans le couloir. « Sylvie, ça va? Je t'ai entendu. » Je l'ai regardé. Cet homme qui préparait mon café chaque matin, qui m'embrassait avant de dormir, qui me disait qu'il m'aimait. Cet homme qui allait m'empoisonner. Un truc que j'ai mal digéré, ai-je murmuré. Ça va aller. Tu es sûr? Tu veux que j'appelle le médecin? Le médecin, celui qui signerait mon certificat de décès sans poser de questions. Non, ça va. Il m'a touché l'épaule. J'ai dû me retenir pour ne pas hurler. Va te reposer, je prépare le dîner. Le dîner, qu'est-ce qu'il allait mettre dedans? Je n'ai pas faim. Il faut manger, ma chérie. Ma chérie, les mots me donnaient envie de vomir à nouveau. Je me suis enfermée dans la chambre. J'ai appelé Nicole d'une main tremblante. J'ai l'enregistrement, ai-je chuchoté. Nicole, ils veulent me tuer. Ils planifient mon assassinat. Un silence. Puis, j'arrive, tout de suite, ne mange rien, ne bois rien. Tu m'entends? Rien. Elle a raccroché. Je me suis assise sur le lit, serrant le téléphone contre ma poitrine. Dans le salon, j'entendais Marc qui préparait le dîner en sifflotant. Mon assassin qui sifflotait. Nicole est arrivée en moins de 20 minutes. Je l'ai entendu sonner à la porte. Marc est allé ouvrir. « Nicole, quelle surprise !»« Bonsoir Marc. Sylvie m'a appelée. Elle ne se sentait pas bien. Je viens la voir. » « Elle va mieux? Elle se repose dans la chambre. »« Je vais quand même la voir. » Nicole est entrée dans la chambre et a fermé la porte derrière elle. Elle m'a trouvée recroquevillée sur le lit, encore tremblante. « On part, » a-t-elle chuchoté. « Prends quelques affaires. On va chez moi. » Je ne peux pas partir comme ça. Il va se poser des questions. « Tant pis. Tu ne peux pas rester ici cette nuit, pas avec lui. » Elle avait raison. L'idée de dormir à côté de Marc, de fermer les yeux pendant qu'il était là, me terrifiait. J'ai fourré quelques vêtements dans un sac. Nous sommes sortis de la chambre. Marc était dans le salon. « Vous partez ? » ?»« Sylvie vient dormir chez moi ce soir, » a dit Nicole fermement. « Elle a besoin de compagnie. Elle ne va vraiment pas bien. »« Mais je peux m'occuper d'elle ici. »« Non, elle vient avec moi. » Le ton de Nicole ne laissait aucune place à la discussion. Marc m'a regardé, surpris. « Sylvie, qu'est-ce qui se passe ? » « J'ai juste besoin d'être avec Nicole ce soir, d'accord ?» Il a froncé les sourcils. « Si c'est ce que tu veux. » Nous sommes partis. Dans la voiture, je tremblais tellement que mes dents claquaient. « Ça va aller, » répétait Nicole. « Ça va aller. » Mais rien n'allait. Chez elle, Nicole m'a installée sur le canapé avec une couverture. Elle m'a préparé du thé, puis elle s'est assise à côté de moi. « Fais-moi écouter. » J'ai sorti mon téléphone, branché le haut-parleur, appuyé sur play. Nous avons écouté ensemble, toute la conversation, chaque mot horrible. Quand ça s'est terminé, Nicole était blanche. « Mon Dieu !» a-t-elle murmuré. « Mon Dieu, Sylvie, ton propre mari, ta propre fille. Ils veulent me tuer, pour l'argent. 2 millions d'euros d'assurance vie. » Nicole m'a regardée. « Tu savais qu'il avait pris cette assurance ?» ?»« Non, je ne savais pas. » Elle a pris son ordinateur portable. « Comment s'appelle ton assureur ?»« AXA. Enfin, je crois. Marc s'occupe de tout ça. » Nicole a tapé sur le clavier. « Donne-moi ta date de naissance et celle de Marc. » 10 minutes plus tard, elle avait trouvé un contrat d'assurance vie souscrit il y a 4 mois. Capital garanti en cas de décès. 2000 000 euros. Bénéficiaire, Marc Delacroix, époux. 4 mois, ai-je dit d'une voix morte.
Il y a 4 mois, il a souscrit cette assurance sur ma vie, sans me le dire. C'est légal? A demandé Nicole. Je ne sais pas, probablement pas sans mon consentement, mais il a dû forger ma signature. Nicole a continué à chercher. Regarde, les primes. Il paie 800 € par mois. Où est-ce qu'il prend cet argent? J'ai réfléchi. Nos comptes sont séparés. Il a sa retraite, j'ai la mienne. On a un compte commun pour les dépenses du ménage, mais ses finances personnelles, je ne les ai jamais vérifiées. Il faut vérifier, tout vérifier. Mais ce n'était pas l'assurance qui me terrifiait le plus. C'était l'autre chose, la chose dont Marc avait parlé. Mes médicaments, ai-je dit soudainement. Il a dit qu'il allait augmenter la dose de mes médicaments pour le cœur. Nicole m'a regardée, horrifiée. Depuis combien de temps il te prépare ton café le matin? Depuis environ 3 mois. Et tu as remarqué des changements dans ton état de santé? J'ai réfléchi. Oui, depuis quelques semaines, j'étais plus fatiguée, plus essoufflée, des palpitations. Je pensais que c'était l'âge, le stress. Mon Dieu, ai-je murmuré, il l'a déjà fait, il a déjà commencé. Il faut aller à l'hôpital, maintenant, faire des analyses de sang. À cette heure-ci? Aux urgences, ils peuvent tester pour des toxines, pour un excès de médicaments cardiaques. Nous sommes partis immédiatement. Aux urgences de l'hôpital Saint-Louis, j'ai expliqué à l'infirmière de triage que je soupçonnais un empoisonnement. « Par qui ?» a-t-elle demandé. J'ai hésité, puis « mon mari ». Son visage a changé. « Attendez ici ». Une demi-heure plus tard, j'étais dans une salle d'examen. Un médecin urgentiste, jeune, sérieux, prenait des notes. « Vous dites que votre mari pourrait avoir augmenté la dose de vos médicaments cardiaques? » Oui, j'ai un traitement pour l'hypertension, du bisoprolol, 5 mg par jour, mais je pense qu'il en ajoute dans ma nourriture ou dans mon café. Depuis combien de temps avez-vous des symptômes? 2 mois, peut-être 3, fatigue extrême, vertige, palpitations. Le médecin a hoché la tête. Nous allons faire une prise de sang complète, tester le niveau de bisoprolol dans votre système et chercher d'autres substances cardioactives, digoxine par exemple. Digoxine? Un médicament cardiaque ancien. À forte dose, c'est un poison. Mais il se métabolise rapidement. Si quelqu'un vous en donnait régulièrement, ce serait difficile à détecter après coup. Après coup, j'ai répété. Vous voulez dire après ma mort. Le médecin m'a regardé gravement. Madame, si vos soupçons sont fondés, vous êtes en danger. Nous allons vous garder cette nuit en observation. Et je vais contacter la police. La police? C'est une tentative d'empoisonnement. C'est criminel. Mais je ne voulais pas encore de la police. Pas avant d'avoir plus de preuves. Pas avant d'avoir un plan. Non, ai-je dit. Pas encore. Faites juste les analyses, s'il vous plaît. Le médecin a hésité, puis a accepté. Les résultats sont arrivés 3 heures plus tard. J'étais allongée dans un lit d'hôpital, Nicole à mes côtés. Le médecin est entré avec une tablette. « Madame Moreau, vos résultats sont préoccupants. » « Préoccupants comment? » « Votre niveau de bisoprolol est 3 fois supérieur à ce qu'il devrait être pour votre prescription. Et nous avons détecté des traces de digoxine dans votre sang. Or, vous n'avez pas de prescription pour la digoxine. » Le silence. « Qu'est-ce que ça veut dire? » a demandé Nicole. « Ça veut dire que quelqu'un lui donne effectivement des médicaments cardiaques à son insu. Les niveaux ne sont pas encore mortels, mais si ça continue, dans quelques semaines... » Il n'a pas fini la phrase, il n'en avait pas besoin. « Il m'empoisonne, ai-je murmuré. Mon mari m'empoisonne vraiment. »« Je recommande fortement de contacter la police, » a répété le médecin. Cette fois, j'ai accepté. 2 policiers sont venus prendre ma déposition à 2 heures du matin. J'ai tout raconté. Les 187 appels, les messages,
l'enregistrement, l'assurance vie, les analyses de sang. Nous allons ouvrir une enquête, a dit l'officier aîné. Mais madame, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, pas cette nuit, pas tant que nous n'avons pas arrêté votre mari. Vous allez l'arrêter? Pas immédiatement. Nous avons besoin de plus de preuves. L'enregistrement est bon, mais un avocat pourrait contester sa légalité. Nous devons construire un dossier solide. Combien de temps? 1 semaine, peut-être 2. Et pendant ce temps, je fais quoi? Vous restez loin de lui. Vous ne mangez rien qu'il prépare. Vous ne buvez rien qu'il vous donne. Nicole a serré ma main. Elle reste chez moi. À 4 heures du matin, j'ai reçu un message de Marc. « Où es-tu? Je m'inquiète. Appelle-moi s'il te plaît. » Je l'ai fixé. Cet homme qui s'inquiétait. Cet homme qui me tuait lentement. J'ai répondu « Chez Nicole. Je vais mieux. Je rentre demain. » Mensonge. Je ne rentrerai pas demain. Peut-être jamais. D'accord, repose-toi bien. Je t'aime. Je t'aime. 3 mots. 3 mots vides. 3 mots prononcés par un assassin. J'ai éteint mon téléphone. Nicole m'a reconduite chez elle à l'aube. Je me suis allongée sur son canapé, épuisée, vidée. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» ai-je murmuré. « Demain, on va voir un avocat, le meilleur avocat que tu puisses t'offrir, et on construit ton dossier. On rassemble toutes les preuves, et on les détruit. » Qui, Marc et Héloïse? Les deux? J'ai fermé les yeux. Dans ma tête, la voix d'Héloïse résonnait encore. Pauvre maman, toujours si naïve. Elle avait raison, j'avais été naïve. Mais plus maintenant. Le lendemain matin, à 9 heures précises, Nicole et moi étions assises dans le bureau de maître Claire Leblanc, avocate pénaliste recommandée par le médecin des urgences. Maître Leblanc avait la cinquantaine, des cheveux noirs tirés en chignon strict et un regard perçant qui ne laissait rien passer. « Racontez-moi tout depuis le début », a-t-elle dit en sortant un bloc-notes. J'ai tout raconté, les appels, les messages, l'enregistrement, l'assurance vie, les analyses de sang, chaque détail horrible. Quand j'ai eu fini, elle s'est adossée à sa chaise, les doigts croisés. « Madame Moreau, ce que vous décrivez n'est pas simplement un conflit familial. C'est une tentative de meurtre prémédité, avec circonstances aggravantes. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, écoutons l'enregistrement. J'ai sorti mon téléphone. Maître Leblanc a écouté en silence, prenant des notes. Quand la voix de Marc a dit « augmenter progressivement la dose », elle a levé les yeux vers moi. Quand ça s'est terminé, elle a posé son stylo. C'est accablant, mais nous devons être stratégiques. Si vous allez à la police maintenant, avec seulement cet enregistrement, votre mari et votre fille nieront tout. Ils diront que c'était une blague de mauvais goût, que vous avez mal compris, qu'il parlait d'un scénario de film. Mais les analyses de sang prouvent que vous avez été empoisonné, mais pas nécessairement par qui. Votre mari dira qu'il n'en savait rien, que peut-être vous avez fait une erreur avec vos médicaments, que vous êtes confuse à votre âge. Le dernier mot m'a fait mal, à votre âge, comme si avoir 66 ans faisait de moi une folle sénile. Alors quoi, je ne fais rien? Non, vous faites tout, mais intelligemment. Nous allons construire un dossier si solide qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Elle a commencé à écrire une liste. 1. Vous ne rentrez pas chez vous pour l'instant. Vous restez chez votre ami. Vous dites à votre mari que vous avez besoin de temps, de réflexion, n'importe quoi, mais vous ne dormez pas sous le même toit que lui. Il va trouver ça suspect. Tant pis. Votre vie est plus importante que ses soupçons. 2. Nous allons installer des caméras de surveillance dans votre appartement. Légalement, c'est votre domicile. Vous en avez le droit. Si votre mari continue à manipuler vos médicaments, nous l'aurons en vidéo. Nicole a hoché la tête. Je connais quelqu'un qui peut faire ça discrètement. 3. Annulez cette assurance vie immédiatement. Vous êtes l'assuré, vous avez le droit.
Sans votre consentement éclairé, le contrat est frauduleux de toute façon. Comment je fais? Je m'en occupe. Je vais contacter la compagnie d'assurance aujourd'hui même. 4. Changez votre testament, tout de suite. Je voulais tout laisser à Héloïse. Plus maintenant. Nous allons créer un testament qui lègue vos biens à une fondation caritative. Votre fille recevra un euro symbolique. Comme ça, elle ne pourra pas contester en disant qu'elle a été oubliée. 1 euro, j'ai répété. Ma fille, ma propre fille, 1 euro. 5. Ouvrez un nouveau compte bancaire dans une autre banque. Transférez tous vos fonds. Votre mari ne doit avoir accès à aucun de vos comptes. 6. Nous allons demander une analyse toxicologique complète. Pas seulement du sang, mais des cheveux. Les cheveux gardent la trace des toxines pendant des mois. Nous pourrons prouver exactement quand l'empoisonnement a commencé. Je prenais des notes, la tête me tournait. Et pendant ce temps, je fais semblant de ne rien savoir? Exactement. Vous jouez le jeu. Pendant 2, peut-être 3 semaines, vous collectez des preuves. Et quand nous aurons un dossier en béton, nous allons à la police. 3 semaines, ai-je murmuré. Je dois faire semblant pendant 3 semaines que tout va bien. Vous pouvez le faire, a dit Maître Leblanc fermement, pour votre survie, pour la justice. 1 heure plus tard, j'avais signé un nouveau testament. Tous mes biens à la Fondation contre le cancer. En mémoire de Philippe, mon premier mari, Héloïse. 1 euro. L'après-midi, un technicien installait 3 caméras minuscules dans mon appartement, pendant que Marc était sorti. Une dans la cuisine, une dans le salon, une dans la salle de bain où je gardais mes médicaments. Personne ne les verra, a assuré le technicien. Et tout est enregistré directement dans le cloud. Même s'il trouve et détruit les caméras, nous avons déjà les vidéos. À 17 heures, Maître Leblanc m'a appelé. L'assurance est annulée. J'ai expliqué à la compagnie que vous n'aviez jamais signé le contrat. Ils ont vérifié la signature. C'est un faux. Ils ouvrent leur propre enquête pour fraude. Marc va le savoir? Oui, ils vont le contacter. Il va comprendre que vous savez quelque chose. Alors il va accélérer. Il va essayer de me tuer plus vite. C'est pourquoi vous ne retournez pas là-bas. Mais je devais y retourner, au moins une fois, pour prendre mes affaires essentielles, mes papiers, mes photos de Philippe. À 19 heures, je suis rentrée chez moi. Nicole m'accompagnait, attendant dans la voiture en bas. Marc était dans le salon. En me voyant, son visage s'est illuminé. « Sylvie, enfin, tu vas mieux ?» « Oui, beaucoup mieux. » Il s'est approché pour m'embrasser. J'ai dû me forcer à ne pas reculer. J'étais tellement inquiet. Tu es parti si brusquement hier soir. Je sais. Pardon, c'était juste un moment difficile. Tu veux que je prépare le dîner, ton plat préféré? Le dîner. Qu'est-ce qu'il allait mettre dedans? Non, merci. J'ai mangé chez Nicole. Je viens juste prendre quelques affaires. Je vais rester chez elle encore quelques jours. Son sourire a vacillé. Quelques jours, mais pourquoi? J'ai besoin de temps pour réfléchir. Réfléchir à quoi? Sa voix s'est durcie imperceptiblement. À nous, à ma vie. J'ai 66 ans, Marc. Je me sens fatiguée, vieille. J'ai besoin de faire le point. Tu n'es pas vieille, a-t-il dit en prenant ma main. Tu es magnifique. Le mensonge coulait si facilement de ses lèvres. Merci, mais j'ai quand même besoin de temps. D'accord, a-t-il fini par dire. Si c'est ce dont tu as besoin. Je suis allée dans la chambre. J'ai fourré des vêtements dans une valise, des documents dans un sac, les photos de Philippe, mon passeport, mon livret de famille. Quand je suis ressortie, Marc était au téléphone. Il a raccroché rapidement en me voyant. Qui c'était? Personne, un démarcheur. Mensonge. Je l'ai vu sur son visage. Bon, je vais y aller. Appelle-moi tous les jours, s'il te plaît. Je le ferai. Autre mensonge. Dans la voiture,
Nicole a démarré rapidement. Alors, il sait que quelque chose ne va pas. Les caméras fonctionnent? J'ai vérifié sur mon téléphone 3 petits carrés, 3 angles de notre appartement. Je pouvais voir Marc dans le salon, marchant de long en large, le téléphone à l'oreille. « Qui appelle-t-il » a demandé Nicole. J'ai augmenté le son. Faiblement, j'ai entendu sa voix. Elle se doute de quelque chose. Elle part chez son ami. Non, je ne sais pas. Oui, l'assurance a appelé aujourd'hui. Ils disent que le contrat est annulé. Elle a dû le découvrir. Un silence, puis « Non, on ne peut pas attendre. Il faut accélérer avant qu'elle ne parle à quelqu'un. » Mon sang s'est glacé. « Il va accélérer, » ai-je murmuré. « Il va essayer quelque chose. » Nicole a appuyé sur l'accélérateur. Alors on accélère aussi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je regardais les vidéos des caméras sur mon téléphone. Marc, seul dans l'appartement, ouvrant l'armoire à pharmacie, sortant mes médicaments. Il a pris mon flacon de bisoprolol, l'a ouvert, a compté les pilules. Puis il a sorti autre chose de sa poche, une petite boîte blanche. Il en a sorti 2 pilules, les a ajoutées à mon flacon, a refermé, remis le tout dans l'armoire. J'avais la preuve, en vidéo, il trafiquait mes médicaments. Je le tiens, ai-je murmuré dans le noir. Maintenant, il fallait juste survivre assez longtemps pour le voir en prison. 3 semaines. 3 semaines pendant lesquelles j'ai joué le rôle de ma vie. J'appelais Marc tous les jours. « Comment tu vas, chérie ?» Mensonge. « Tu me manques. » Mensonge. « Je rentre bientôt. » Mensonge. Pendant ce temps, les caméras enregistraient tout. Marc trafiquant mes médicaments. 5 fois. J'avais 5 vidéos de lui ajoutant des pilules dans mon flacon. Marc au téléphone avec Héloïse. Elle revient quand? Non, elle ne sait rien, j'en suis sûre. Quand elle rentrera, on reprend le plan. Héloïse venant à l'appartement 3 fois, fouillant dans mes papiers, prenant des photos de documents. Et la dernière conversation, celle qui a tout scellé. C'était il y a 2 jours. Héloïse était venue voir Marc. Il pensait que j'étais toujours chez Nicole. Les caméras tournaient. Pourquoi elle n'est pas encore morte? Héloïse, sa voix claire comme du cristal. Ça fait 4 mois. Elle ne prend plus ses médicaments. Elle a dû comprendre quelque chose. Alors on fait quoi? On attend qu'elle revienne et on recommence? Non, c'est trop long. Il faut une autre solution. Quoi? On la pousse dans les escaliers? Trop suspect. Mais il y a un autre moyen. Un accident de voiture. Elle conduit tous les jours. Si les freins lâchaient... Mon cœur avait cessé de battre en entendant ces mots. Tu sais faire ça? J'ai un ami mécanicien. Il me doit un service. Combien de temps? 1 semaine de maximum. J'avais immédiatement appelé Maître Leblanc. Il parle de saboter ma voiture. C'est assez. Plus qu'assez. Amenez tout à la police, maintenant. Ce matin, j'étais au commissariat avec Maître Leblanc. L'inspecteur Moreau, aucun lien de parenté, avait tout visionné. Les vidéos, écouté les enregistrements, lu les analyses toxicologiques. « Madame, vous avez un dossier en béton. Nous allons les arrêter tous les 2. » Comment? Vous allez les piéger. Vous rentrez chez vous. Vous invitez votre fille à dîner. Un dîner familial. Nous serons dehors, à écouter. Si l'un d'eux avoue quoi que ce soit, nous entrons et nous les arrêtons. S'ils n'avouent rien, nous les arrêtons quand même. Nous avons assez de preuves. Mais si nous pouvons obtenir un aveu en direct, le procès sera plus simple. J'ai accepté. À midi, j'ai appelé Marc. Je rentre ce soir, j'ai réfléchi, je veux qu'on discute. Oh Sylvie, enfin, tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Et j'ai pensé, on pourrait inviter Héloïse à dîner. Un dîner en famille, comme avant. Un silence, puis
C'est une excellente idée. Ce soir, vers 20h? Parfait, je vais l'appeler. J'ai raccroché, mes mains tremblaient. À 19h30, j'étais devant mon immeuble. Une camionnette banalisée était garée en face. L'inspecteur Moreau à l'intérieur avec 2 collègues. J'avais un micro caché sous mon chemisier. « Vous êtes prête ?» a demandé l'inspecteur dans mon oreillette. « Oui. » Nous écoutons tout. Au moindre danger, nous intervenons. Je suis montée. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang dans mes oreilles. Marc m'attendait. Il m'a serré dans ses bras. Bienvenue à la maison. J'ai dû me forcer à ne pas me débattre. Cet homme qui m'embrassait était mon assassin. « Héloïse arrive dans 10 minutes, a-t-il dit. J'ai préparé ton plat préféré, coq au vin. Je regardais la casserole sur la cuisinière. Qu'avait-il mis dedans? En fait, je n'ai pas très faim, ai-je dit. J'ai grignoté chez Nicole. Son visage s'est tendu imperceptiblement. Mais j'ai cuisiné spécialement. On attendra Héloïse, on verra. La sonnette a retenti. Héloïse, ma fille, mon enfant. Je suis allée ouvrir. Elle m'a embrassée sur les 2 joues. Maman, ça fait longtemps. Trop longtemps. Nous nous sommes installés dans le salon, tous les 3, comme une vraie famille. Alors, a dit Marc en souriant, tu as réfléchi? Oui, beaucoup. Et j'ai compris des choses sur la vie, sur la famille, sur la confiance. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, l'ai posé sur la table basse entre nous. Qu'est-ce que c'est? A demandé Héloïse. Des réponses? J'ai appuyé sur play. La voix de Marc a rempli le salon. Si on augmente progressivement la dose, dans quelques semaines, son cœur lâchera. Héloïse est devenue blanche. Marc s'est levé brusquement. Sylvie, qu'est-ce que... Assieds-toi. Quelque chose dans ma voix l'a arrêté net. Tu vas écouter, jusqu'au bout. La voix d'Héloïse maintenant. 2 millions d'euros, 40 pour moi, 60 pour toi. Éteins ça, a sifflé Héloïse. Éteins ça maintenant. Non. La conversation continuait. Chaque mot horrible, chaque calcul froid. Quand c'est arrivé au passage sur les freins de ma voiture, Marc a tenté de se diriger vers la porte. « Les portes sont fermées, ai-je dit calmement, et la police est en bas. » Il s'est figé. « La police ?» ?»« Oui. » J'ai déboutonné ma chemise pour montrer le micro. « Ils entendent tout. » Héloïse s'est effondrée sur le canapé. « Maman, je peux expliquer. » »« Explique, j'écoute. » On ne parlait pas sérieusement. C'était juste de la frustration, des mots. Des mots? J'ai sorti mon téléphone à nouveau. Alors, explique-moi ça. Une vidéo. Marc dans la salle de bain, ajoutant des pilules dans mon flacon. Tu m'as empoisonné pendant 4 mois. Ce ne sont pas des mots, ce sont des actes. Marc s'est laissé tomber dans le fauteuil. Son visage était gris. Les analyses toxicologiques, ai-je continué. 3 fois la dose normale de bisoprolol, de la digoxine que je n'ai jamais prescrite. Tout est documenté. Sylvie, écoute. Marc a tendu la main vers moi. On peut arranger ça. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Les dettes, le stress. L'assurance vie de 2 millions d'euros? Il a fermé les yeux. La signature forgée? Le contrat frauduleux? Je t'aimais, a-t-il murmuré. Au début, je t'aimais vraiment. Au début, avant que ma fille et toi ne décidiez que je valais plus morte que vivante. Je me suis tournée vers Héloïse. Elle pleurait, le visage dans les mains. Toi, ai-je dit doucement, ma fille, mon enfant, comment as-tu pu? J'avais des dettes, maman, le casino, j'allais tout perdre. Et toi, tu as tellement d'argent et tu es si vieille. Si vieille, j'ai répété. J'ai 66 ans, Héloïse, pas 90. Je suis désolée, je suis tellement désolée. Non, tu es désolée d'avoir été prise, pas de ce que tu as fait. Des coups violents à la porte. Police, ouvrez! Je suis allée ouvrir.
L'inspecteur Moreau est entré avec 3 agents. Marc Delacroix, Héloïse Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre avec préméditation, empoisonnement et fraude à l'assurance. Les menottes, les droits lus, Marc qui regardait le sol, Héloïse qui sanglotait. « Maman, s'il te plaît. » Je l'ai regardée. Cette femme de 40 ans qui pleurait, qui avait été mon bébé, mon enfant chéri. Tu m'as appelée pauvre maman dans ton message à Marc. Tu as dit que j'étais naïve. Elle a baissé les yeux. Tu avais raison, j'étais naïve, mais plus maintenant. Ils les ont emmenés. Marc d'abord, puis Héloïse. Ma fille s'est retournée une dernière fois avant de franchir la porte. « Je t'aime, maman. » Je n'ai pas répondu. La porte s'est fermée. Le silence est tombé. J'étais seule dans mon appartement, vivante, libre, victorieuse. 6 mois plus tard, je suis assise sur la terrasse d'un petit café à Nice, face à la promenade des Anglais. La mer Méditerranée s'étend devant moi, bleue et infinie. Une brise douce fait voler mes cheveux que j'ai laissés pousser plus longs. Je suis seule, mais je ne me sens pas seule. Le procès s'est tenu il y a 3 mois. J'y étais, assise au premier rang, regardant Marc et Héloïse dans le box des accusés. Ils évitaient mon regard. Les preuves étaient accablantes. Les vidéos, les enregistrements, les analyses toxicologiques, les relevés téléphoniques, l'assurance vie frauduleuse. Maître Leblanc avait été brillante, méthodique, implacable. Le procureur avait parlé de trahison ultime, de cupidité monstrueuse, de préméditation froide. Les avocats de la défense avaient tenté l'impossible. Moment de faiblesse, problème financier. Jamais vraiment l'intention d'aller jusqu'au bout. Mais les vidéos de Marc trafiquant mes médicaments, sa voix disant « Dans quelques semaines, son cœur lâchera », le plan pour saboter ma voiture. Il n'y avait pas d'échappatoire. Marc a été condamné à 15 ans de prison, tentative de meurtre avec préméditation, empoisonnement, fraude. Héloïse a reçu 12 ans, complicité de tentative de meurtre, association de malfaiteurs. Quand le verdict est tombé, Héloïse s'est tournée vers moi. « Maman !» a-t-elle crié à travers la salle. « Maman, pardon !» Je me suis levée, j'ai pris mon sac et je suis sortie. Je n'ai pas regardé en arrière. Le divorce avec Marc a été prononcé 2 semaines plus tard. Il n'a rien contesté, il n'a rien reçu, 0 €, 0 bien, juste une condamnation à payer les frais de justice. Mon Nouveau Testament est enregistré. La Fondation Philippe Moreau contre le cancer héritera de tout. Héloïse. 1 € symbolique. Le juge a validé sans question. J'ai vendu l'appartement de Montmartre. Impossible d'y retourner. Chaque pièce portait le souvenir de la trahison. Marc qui me préparait du café empoisonné. Héloïse qui fouillait dans mes papiers. Leur chuchotement de conspirateurs. J'ai acheté ce petit studio à Nice, 45 mètres carrés, vue sur la mer. Simple, lumineux, sans fantômes. Mon téléphone vibre, un message de Nicole. « Comment tu vas? Tu me manques. Quand tu reviens à Paris ?»« Jamais, » je tape. « Paris, c'est fini pour moi. Mais tu es la bienvenue ici quand tu veux. » Elle répond immédiatement. « J'arrive le mois prochain. Je t'aime, ma courageuse. » Ma courageuse. C'est étrange. Pendant des semaines après le procès, je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais brisée, trahie, vide. J'ai fait une dépression, profonde, noire. Pendant 2 mois, je n'arrivais pas à sortir du lit. Je pleurais sans raison. Je ne mangeais pas. Comment surmonter la trahison d'un mari et d'une fille? Comment continuer à vivre quand les 2 personnes que vous aimiez le plus voulaient à votre mort? La psychologue que Nicole m'avait trouvée m'a sauvée. Docteur Roussel, douce, patiente, perspicace.
Vous n'avez pas perdu une fille, m'avait-elle dit lors de notre 5e session. Vous avez découvert que la personne que vous pensiez être votre fille n'existait pas. La vraie Héloïse, celle qui pouvait planifier votre meurtre, vous ne la connaissiez pas. Alors qui ai-je aimé toutes ces années? Une illusion, votre projection de ce qu'une fille devrait être. Ça m'avait aidé, étrangement. L'idée que je pleurais une illusion, pas une personne réelle. Marc aussi. J'avais aimé l'homme qu'il prétendait être, pas le monstre qui me regardait mourir lentement. Petit à petit, j'ai guéri, pas complètement. On ne guérit jamais complètement d'une telle blessure, mais suffisamment pour recommencer à vivre. J'ai rejoint un groupe de soutien pour victimes de violences familiales. J'ai rencontré d'autres femmes, d'autres histoires d'horreur, des maris violents, des enfants abuseurs, des familles toxiques. Je n'étais pas seule dans mon cauchemar. Et j'ai écrit un livre. Survivre à la trahison ultime. Comment ma famille a tenté de me tuer. Il sort le mois prochain. Maître Leblanc a vérifié chaque mot pour s'assurer qu'il était légalement solide. Ce livre va aider des milliers de personnes, m'avait-elle dit. Des femmes qui sentent que quelque chose ne va pas, mais ne savent pas quoi. Vous leur montrez les signes. Comment se protéger? J'espère qu'elle a raison. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une lettre, de la prison, d'Héloïse. Je l'ai regardée longtemps avant de l'ouvrir. L'écriture familière sur l'enveloppe. « Maman », écrit de sa main. J'ai failli la jeter sans la lire, mais la curiosité l'a emportée. « Chère maman, je sais que tu ne veux pas de mes nouvelles. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne me pardonne pas moi-même. Chaque jour en prison, je pense à ce que j'ai fait, à ce que je suis devenue. Le casino, les dettes, ça a commencé il y a 3 ans. J'avais honte. Je ne voulais pas te le dire. Marc l'a découvert. Il m'a proposé un plan. Au début, j'ai dit non. Bien sûr que j'ai dit non. C'était ma mère. Mais les dettes grossissaient, les menaces aussi, et Marc était si persuasif. Elle est vieille, elle ne souffrirait pas, ce serait rapide, et après, tous nos problèmes seraient résolus. Je sais que ce ne sont pas des excuses. Il n'y a pas d'excuses pour ce que j'ai fait. Je voulais juste que tu saches que je t'aimais, vraiment, avant tout ça, avant que je ne devienne ce monstre. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Je te demande seulement de vivre, d'être heureuse, de ne pas laisser ce que je t'ai fait détruire le reste de ta vie. Ta fille qui t'aime malgré tout, Héloïse. J'ai relu la lettre 3 fois, puis je l'ai posée sur la table. Je n'ai pas répondu, je ne répondrai pas. Peut-être qu'elle m'aimait, peut-être qu'elle regrette, mais ça ne change rien. Elle a planifié ma mort. Elle a ri de ma naïveté. Elle a compté l'argent avant même que je sois morte. Certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées, pas parce que je manque de compassion, mais parce que me protéger est plus important que la réconciliation. Sylvie. Je lève les yeux. Un homme se tient devant ma table. La soixantaine, cheveux gris, sourire timide. Jean, tu te souviens de moi? Jean. Je l'ai rencontré il y a 3 semaines au club de randonnée de Nice. Veuf depuis 4 ans. Professeur de mathématiques retraité. Gentil, patient, pas pressé. « Tu attends quelqu'un » demande-t-il. « Non, je suis seule. »« Je peux ?» J'hésite, puis « oui ». Il s'assoit, commande un café. Nous parlons de choses simples. La météo, la randonnée de samedi prochain, le nouveau restaurant sur le port. Je ne lui ai pas parlé de Marc, d'Héloïse, du procès. Un jour peut-être, mais pas encore. Pour l'instant, j'apprécie juste la compagnie, sans arrière-pensée, sans calcul. « Tu vas bien ?» demande-t-il. « Tu as l'air paisible. »« Paisible ?» je répète. « Oui, je suppose que c'est le mot. » Après tout ce qui s'est passé, j'ai trouvé la paix.
pas le bonheur parfait, pas l'oubli, mais la paix. Mon téléphone vibre à nouveau, un numéro inconnu. Un instant de panique. Marc, Héloïse, impossible. Ils sont en prison. Je décroche. Allô? Madame Moreau? C'est Sophie Lambert, journaliste au Figaro. Nous voudrions faire un article sur votre livre. Seriez-vous disponible pour un entretien? Oui, je réponds sans hésiter. Je suis disponible. Après avoir accroché, Jean me regarde, curieux. Un livre? Oui, j'ai écrit un livre sur comment survivre quand ceux qu'on aime nous trahissent. Ça a l'air intéressant. C'est nécessaire. Il hoche la tête, il ne pose pas plus de questions. J'apprécie ça. Nous finissons nos cafés. Le soleil décline sur la mer. Des mouettes crient au-dessus de nos têtes. On se voit samedi, pour la randonnée? Demande Jean en se levant. Oui, à samedi. Il part. Je reste encore un moment, regardant la mer. Il voulait me détruire, me tuer, m'effacer pour l'argent. À la place, je suis ici, vivante, libre, plus forte que je ne l'ai jamais été. J'ai 66 ans, et pour la première fois de ma vie, je vis vraiment. Pour moi, pas pour un mari, pas pour une fille, pour moi. C'est ma victoire finale,